Edoui Plenel, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter en quelques mots? Je suis journaliste. Je suis journaliste professionnel depuis janvier 1976, donc ça approche de la quarantaine d'années. J'ai commencé dans le contexte de l'après 68, où la politique a saisi ma génération, mais je me suis extrait de cette politique partisane par le journalisme. Et au fond, à partir des années 80, après mon service militaire où je me suis trouvé au Monde pendant 25 ans d'un gros paquebot, puis maintenant à Mediapart depuis 2008, je crois qu'il y a un petit fil de cohérence qui est ce rapport à cette question difficile de la vérité. J'aime souvent citer cette phrase de Peggy, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Donc voilà, je suis un artisan des petites vérités de fait. Quelle a été votre pire expérience professionnelle? La pire expérience professionnelle au plan humain, c'est évidemment la crise du monde, qui est comment on voit une collectivité se défaire, comment on voit des solidarités se déchirer et comment on voit quelque chose qui régresse. Je pense que dans toutes sortes de milieux professionnels, on a pu voir ça. Dans ces cas-là, il faut prendre une ligne de crête et essayer de s'échapper par le haut. Voilà, ça a été probablement le moment le plus difficile. Comment vous est venue l'idée de Mediapart? Deux choses. Une circonstance française et une circonstance qui n'a rien à voir avec notre pays. La circonstance française, c'est un vieux sujet, c'est la crise de la démocratie française. Je dis souvent, ça peut surprendre, que je suis un libéral au sens politique du terme, ce qui est une espèce rare en France. Je ne considère pas, par exemple, que la vérité ou la morale, ce soit une famille politique qui en soit propriétaire. Je pense qu'il y a des intérêts sociaux différents, c'est ce qui explique qu'il y a une gauche et une droite, mais qu'il y a des enjeux qui sont la vérité de la démocratie, le n'importe qui de la démocratie, le droit de savoir, le peuple souverain. Et donc, la démocratie française, pour moi, je le pense depuis longtemps, et son présidentialisme en est le cœur nucléaire, est une démocratie de basse intensité, des faibles contre-pouvoirs, même une séparation des pouvoirs souvent corrompus. Donc Mediapart est venu, au fond, de l'hystérisation de toute cette réalité sous la présidence de Sarkozy. C'est-à-dire que la présidence de Sarkozy n'est pas responsable de tout ça, mais elle montrait l'hystérisation presque maladive de tout cela, qui continue, qui est là, même si nous avons une présidence apathique après avoir eu une présidence hystérique. Ça, c'est le contexte français. Réagir à tout cela. L'autre contexte, il est celui qui est essentiel et que nous vivons en faisant cet entretien, qui est ce point de non-retour de la révolution numérique. Au début, je disais, c'est la troisième révolution industrielle. Il y a eu la machine à vapeur, l'électricité, il y a le numérique, ça ébranle nos industries de l'information, mais nos économies, le rapport au temps, le rapport à l'espace, à la circulation des idées, des informations, les rapports géopolitiques, tout ce dont on débat va avec les révolutions industrielles, et chaque révolution industrielle s'est accompagnée d'un nouvel âge démocratique. Aujourd'hui, je vais plus loin. Je pense que le numérique est de la même importance que l'invention de l'imprimerie, qui a bousculé, rappelez-vous, les clercs dans leur monastère, tout d'un coup ont vu cet objet, une Bible imprimée, et se sont dit, mais le savoir ne va plus m'appartenir, je ne vais plus être le seul gardien du savoir. Et ils vont voir le savoir se diffuser, et du coup il va y avoir la réforme, avec ses combats, il va y avoir l'esprit des Lumières, il va y avoir tout ce qu'on connaît par la suite. Pourquoi ? Parce que ça a révolutionné la diffusion par l'impression et la production du savoir. Le numérique, c'est la même chose. La diffusion, elle est désormais horizontale. Notre entretien va être sur des plateformes où on va pouvoir le voir dans le monde entier si on a envie, et en temps réel, et immédiatement. Et deuxièmement, la production. Vous n'êtes pas un professionnel de l'information, vous faites des entretiens qui, sans doute, ont plus de qualité que des entretiens vite faits sur des chaînes d'information. Donc désormais, il y a les amateurs, et pas seulement les professionnels. Il y a les citoyens, et pas seulement les gardiens, ceux qui se pensaient gardiens. Donc Mediapart est venu de cette idée
de se dire, dans ce contexte qui est un contexte d'immense crise des médias, de tous les médias, et notamment du cœur de la vie politique qui est la presse quotidienne, où tout le monde est un peu le dos au mur, plans sociaux, crise en crise, et la crise du monde comme celle de Libération en ont été des exemples, nous nous sommes dit il faut créer un laboratoire pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut réinventer, qu'on peut créer. Et ce que nous avons découvert en marchant, les cofondateurs, on s'était connus au monde, Laurent Mauduit, François Bonnet, nous ont rejoint Marie-Hélène Spiéjean qui a géré un peu l'entreprise, on a en marchant découvert qu'on pouvait, au cœur de cette modernité, non seulement défendre, mais réinventer le meilleur de la tradition. Un journalisme approfondi, documenté, justifié, discuté. Un point qui vous tiendra à cœur en tant qu'ancien magistrat, le respect du contradictoire, le lien hypertexte qui permet d'être critiqué, d'être discuté, de mettre le droit de réponse, d'avoir cet échange, de descendre de l'estrade. Pour moi, je le dis, comme je le vis, c'est une seconde jeunesse. Pourquoi, à partir de ce que vous venez de décrire là, pourtant une telle haine à votre encontre de la part d'un certain nombre de citoyens? Est-ce qu'il y a une haine de la part d'un certain nombre de citoyens? Je ne dirais pas, mais c'est mon point de vue subjectif, les choses comme cela. J'ai le sentiment d'abord, plutôt, et parfois ça nous surprend, d'une popularité gagnée par cette petite faible moyen, gros effet, qui parfois même est envahissante. On nous reconnaît, on nous dit bravo, on nous dit merci. Merci de quoi? Simplement de publier des informations utiles, etc. Donc j'ai plutôt ce sentiment, y compris permis par le numérique, dans des milieux sociaux très divers, d'une sorte de popularité, pas de notoriété, de popularité, je dis bien, où les gens, peut-être un côté Robin des Bois, etc. En revanche, oui, il y a une virulence, haine est peut-être un mot très fort, hein, mais peut-être haineuse parfois, qui n'est pas nouvelle. Elle vise Mediapart et ce que nous faisons, mais elle existait, je l'ai vécu au monde. Je l'ai vécu même jusqu'à l'hystérie finale au moment de la crise du monde, mais je l'ai vécu lors de mes premières révélations sous la présidence de Mitterrand, qui est, pour moi, c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, Le droit de savoir, où je dis que l'hymne des journalistes d'investigation devrait être la chanson de Georges Brassens, La mauvaise réputation. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. C'est que, bon, le journaliste d'enquête, le journaliste tel que je le conçois, il est là, pas pour caresser dans le sens du poil, il est là pour poser sur la table, y compris des informations qui vont nous déranger, vous comme moi. Il est là pour bousculer, il est là pour nous donner à voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est là qu'en vient la culture démocratique, et c'est pour ça que je contestais un peu le mot citoyen. Ce sont des citoyens aussi, mais pour moi, je pense que la virulence qui me vise vient de certaines élites oligarchiques, aussi bien médiatiques que financières que politiques. C'est qu'il y a un problème de culture démocratique dans notre pays. Accepter cette information, c'est quoi l'affaire Cahuzac? L'affaire Cahuzac, pendant les 3 mois où Mediapart a été seul, c'est qu'on n'acceptait pas notre information. Quel est le réflexe normal? Tiens, Mediapart sort une information, ben, on va travailler dessus, on va enquêter, on va voir les témoins qu'a vu Mediapart. Personne n'a fait ça. Tout le monde s'est dit, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que c'est sa voix, est-ce que c'est pas sa voix? Est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est pas crédible? Alors vous allez dire, mais attendez, c'est des types sérieux. Ils ont déjà quelques lettres de noblesse, donc travaillons derrière. Et il suffisait d'aller à Villeneuve-sur-Lot pour tomber sur de nouveaux témoins et avoir de nouvelles preuves. Donc je crois que derrière ça, je dis souvent que la virulence, y compris la personnalisation ou la diabolisation parfois dont je fais l'objet, c'est pas de moi dont on parle. Je suis un symptôme. Et je suis un symptôme de cette faible culture démocratique française. Quand je rencontre des journalistes étrangers, quand je fais, après l'affaire Cahuzac, une conférence à New York où François Bonnet était à Berlin, là nous parlons, je vais me retrouver à Amman auprès de journalistes du monde arabe, je n'ai pas le sentiment d'être une exception. J'ai le sentiment de dire ce qui est le cœur de notre métier, y compris, je vais peut-être vous surprendre, d'un point de vue entrepreneurial. Comment on crée de la valeur dans ce métier? Comment on crée une entreprise qui fait du profit? En publiant des informations qui sont utiles, qui créent de la confiance, qui créent de la fidélité. Il n'y a pas d'autre recette au succès de Mediapart. L'indépendance,
Une information dérange la droite, dérange la gauche, on le fait, on la publie, et on donne envie de lire tout cela. Donc je crois que c'est ça le problème, et je crois qu'il y a, et on pourrait aller plus loin, je crois que c'est le cœur de la crise française. La France a plein de problèmes objectifs, économiques, sociaux, etc., historiques, d'identité, de relations au monde. Mais si elle a tant de mal à les dénouer, pour moi, c'est qu'elle a un problème véritable de culture démocratique. Est-ce que vous accepteriez un regard contrasté sur Mediapart qui conduirait à l'analyse suivante? Mediapart, vous-même, vous êtes très remarquable sur le plan de l'enquête, de l'information, de l'investigation, mais vous êtes, pardonnez-moi, pollué par une idéologie d'extrême gauche, mondialiste. Est-ce que ce clivage a du sens? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'a certainement pas de sens pour ce qu'est la réalité de l'équipe de Mediapart. Les journalistes qui font Mediapart ont la trentaine, et moi j'ai passé la soixantaine, et donc les vieilles boîtes dans lesquelles on me met, parce que j'ai toujours rendu compte, donc j'ai rendu compte de ma jeunesse d'extrême gauche dont je n'ai pas honte, du pourrant trotskiste dans lequel j'étais, et j'en ai d'autant plus rendu compte que c'est moi qui ai estimé que c'était un devoir de révéler le passé caché de Lionel Jospin. Donc, je n'ai jamais rien caché de qui je suis, combien je gagne. Je considère que si je demande cette transparence aux hommes publics, je dois le dire moi aussi. Donc, tout ça fait antédiluvien pour les jeunes qui sont ici et qui défendent la même conception du journalisme. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes radicalement démocrates. Nous sommes très fidèles, pour moi, à ce qui est dans le préambule de la Constitution française depuis 1946. Je le rappelle, parce que ce sont des mots qui ne sont pas innocents. Et il a fallu quelques montagnes de cadavres et une catastrophe européenne pour qu'on les introduise dans la Constitution française. Cette phrase toute simple, « Notre République est démocratique et sociale », c'était les affiches des Républicains de 1848 qui ont été battues. Mais c'est dans notre Constitution. République, pas République sans adjectif. République démocratique et sociale. Quand j'entends dire je suis républicain, je dis ah bon, vous êtes républicain, mais démocratique et social. Je rappelle ça parce que pour moi, ça a été un moment très fort du procès des écoutes téléphoniques vis-à-vis de ce qu'est le cœur du pouvoir, l'Élysée chez nous. À un moment, le président me dit est-ce que vous reconnaissez quand même que l'État puisse avoir des secrets et qu'il faut protéger l'État, monsieur Plenel? Et je lui dis, monsieur le président, je ne connais pas l'État. Je connais l'État de droit. Et la seule fois où on a réduit la France à un État, c'était l'État français. C'était sous Vichy, Pétain. C'était pas la République. Donc, pour moi, l'État, il a un adjectif, l'État de droit, des procédures, des règles, des pouvoirs, des contre-pouvoirs. C'est la même chose. La République, elle est démocratique et sociale. Et on doit juger son intensité démocratique, son intensité sociale. J'irai même plus loin, puisque vous posez la question du mondialisme. Nous sommes radicalement démocrates, et je pense que nous sommes, oui, et ça va avec notre image de journal sans papier ni frontières, nous sommes internationalistes. Dans l'internation, phrase, j'ai cité Péguy au début, vous savez qu'il mettait un trait d'union, il disait internation, comme l'étaient les Dreyfusards pour moi, et comme l'était, je pense, tout ce qui a à chaque fois sauvé l'honneur de notre pays, on pourrait dire Victor Hugo, on pourrait dire beaucoup d'autres personnes, ou voir les composantes de la France libre qui, pour pratiquement les 3/4, venaient d'outre-mer. Les 3/4 venaient d'outre-mer. Et donc, nous sommes internationalistes au sens où aussi c'est dans le préambule de la Constitution. Et on l'oublie. La France, c'est la phrase, ne fait pas de distinction selon l'origine, la race, mot d'époque, l'apparence, la couleur de la peau, la religion. Et il est ajouté, elle respecte toutes les croyances. Donc oui, nous sommes dans cet univers du divers. J'aime beaucoup, vous savez que j'ai grandi dans les Caraïbes, et on loue ces poètes qui sont aujourd'hui l'honneur de la littérature française, Césaire, Chamoiseau, Glissant, qui était un ami. Bon, voilà, c'est l'univers de la relation, c'est l'univers du divers. On pourrait dire, moi qui suis un breton d'outre-mer, c'est aussi l'univers de Victor Ségalen, l'esthétique du divers. Donc voilà, moi je crois qu'on me met dans une boîte, beaucoup par préjugés, souvent parce qu'on ne me lit pas.
y compris les livres où j'ai expliqué tout cela, par rumeur. Je dis souvent que Paris est une ville très, très, très méchante, où j'ai repris souvent, le philosophe Michel Foucault avait fait un entretien en 1980, l'entretien du philosophe anonyme. On a su qu'après sa mort, que c'était lui. Et il disait qu'on remplaçait la critique légitime des choses par les jérémiades contre les gens. Donc je dis souvent, moi, qu'on me juge sur ce que je fais, sur ce que j'écris vraiment, et comment je l'explique, j'ai y compris fait des livres, je suis, je crois, un journaliste qui ne s'est pas contenté de faire des livres où il raconte ses enquêtes, qui a plutôt écrit, y compris problématisé ce qu'il fait. Donc voilà, si vous vouliez avoir une identité éditoriale de Mediapart, dans sa diversité, je dirais que nous sommes des démocrates radicaux. Et la radicalité, je dis juste ça, l'origine du mot, vous aimez la langue, c'est prendre les problèmes à la racine. Est-ce qu'à votre avis, la diversité est une valeur en elle-même, ou est-ce qu'on a le droit d'aller regarder de près ce qu'elle vaut, ce qu'elle vous apporte? Bien sûr, mais tout doit être évalué et critiqué. Il n'y a aucun angélisme, il n'y a aucune, je veux dire, aucune origine ne protège. Aucune naissance, aucune identité ne suppose qu'on ne rende pas compte, etc. Ce n'est pas du tout ça, je ne suis pas du tout dans une idéalisation. Je suis dans cette idée que, probablement c'est mon rapport, je dis souvent que je suis un patriote, et je suis un patriote de cette France qui a noué son rapport le plus élevé à ce qu'elle a projeté, à la relation au monde, à la relation au monde. C'est ce que ont fait les idéaux qui ont fondé la République, c'est ce qu'ont fait, au fond, les moments de sursaut de notre pays sont des moments où on se sauve dans cette relation au monde. Et je pense que le monde n'est pas un problème, il est en nous, il est en nous. Et je dis des banalités, depuis Montaigne, nous le savons, depuis Montaigne. Donc je dis ça parce que c'est au cœur vous avez dit le divers. Le public de Mediapart est divers. Et la différence avec un journal fermé, clos sur papier, c'est que cette diversité, on la voit. Vous seriez surpris si vous lisiez les commentaires. Un jour, je suis un vendu à François Hollande. Un autre jour, je suis pour certains un irresponsable qui déstabilise ce pouvoir. Un jour, je suis un suppôt du conservatisme. Regarde, tout récemment, loin d'être vu comme l'extrême gauche, nous n'épousons pas l'agenda du front de gauche, par exemple. Nous avons notre propre pluralisme, nos propres débats. Et je vois que certaines forces minoritaires refusent ce pluralisme, qu'elles soient à l'extrême droite ou parfois à l'extrême gauche, cette diversité. Donc voilà, j'accepte ce divers, j'accepte cette contestation. Je pense qu'on est le site le plus participatif, le journal le plus participatif qui soit, sans une vraie culture de free speech, de liberté de parole, pas de modération a priori, elle n'intervient que sur la base des alertes. Et je n'idéalise pas l'origine, je le redis, l'origine ne protège de rien. Je dis juste que croire que nous ne sommes pas faits de relations avec d'autres, c'est rentrer dans une pathologie de l'identité. Votre analyse de la démocratie sur le plan politique et social, est-ce que ça vous conduit à trouver désuètes les catégories classiques de droite et de gauche, ou est-ce qu'elles ont encore du sens pour vous? J'ai toujours pensé que, historiquement, j'ai toujours dit qu'un journaliste doit être un peu historien, historiquement, la droite et la gauche sont ancrés dans des intérêts sociaux différents. Je ne prétends pas qu'il y a une famille qui est plus morale que l'autre, qu'il y ait une famille qui est plus juste que l'autre. Il y a des intérêts sociaux différents. Moi, de tradition, je pense que les intérêts sociaux qui doivent mobiliser notre curiosité, notre sensibilité, notre élévation, c'est ceux qui sont plus pauvres, plus opprimés, plus exploités. Historiquement, la gauche, elle ne l'a pas toujours été, mais historiquement s'ancre dans cette histoire. La classe ouvrière, l'armée de réserve industrielle, ces questions-là. Et puis ensuite, les peuples qui veulent leur liberté. Tout. Historiquement, la droite, elle se fonde
sur ceux qui pensent, je dis souvent, qu'il vaut mieux une injustice qu'un désordre, qui pensent que le désordre, il faut à tout prix le faire taire, fût-ce au risque d'une injustice. Alors que, bon, la gauche se dit, bon, derrière le désordre, il y a des causes, il y a des nœuds sociaux. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien résolu pour la démocratie. Il y a eu des gauches qui ont totalement piétiné les idéaux démocratiques. Le siècle qui est derrière nous en est plein, qui ont oublié cette idée de la liberté individuelle. Et il y a des gauches qui ont totalement cédé à des aventures idéologiques. Une partie du Parlement du Front populaire a voté les pleins pouvoirs à Pétain, nous le savons. Et il y a une gauche qui a mené une guerre coloniale inutile, injuste, et accompagnée de crimes contre les droits humains. C'est la SFIO pendant la guerre d'Algérie. Donc, voilà, la gauche n'est pas le réceptacle, pour moi, à soi seule, des valeurs qu'il faut défendre. Et il faut peut-être les inventer aujourd'hui, au-delà des catégories classiques de gauche et de droite. Je suis assez proche de gens comme Edgar Morin, que je connais bien, ou d'autres, qui pensent qu'il y a besoin d'une vraie révolution de la pensée, qu'il y a un nouvel âge démocratique. Peut-être que nous sommes encore à une préhistoire démocratique. Gauche-droite, c'est une idée qui est née au XIXe siècle. Elle n'est pas si vieille. Et l'idée de la démocratie comme étant simplement le choix des représentants, c'est une idée pauvre. Il y a peut-être toutes sortes d'autres façons de faire vivre la démocratie. Donc voilà, moi je vois les choses comme cela et je n'épuise pas ma lecture du réel, et je crois l'avoir prouvé professionnellement, dans l'idée, tiens, ça c'est la droite qui le fait, c'est mauvais, ça c'est la gauche, c'est bien. Et j'ai même dit à l'équipe de Mediapart, ils le savent tous, quand nous avons, c'est vrai, sur la base de nos informations et de notre critique factuelle, informée de la présidence Sarkozy, souhaité qu'il y ait une alternance. J'ai dit, à peine François Hollande élu, j'ai dit, les difficultés commencent. Nous avons rendez-vous avec notre indépendance. Et je leur ai dit, vous allez voir, c'est plus difficile de sortir une information dérangeante sous la gauche que sous la droite. Pourquoi? Parce que la gauche, elle pense, les élus de gauche, qu'ils sont propriétaires des principes, de la morale. Vous ne pouvez pas nous faire ça à nous. Moi, je pense qu'ils ne sont propriétaires de rien. Ça se juge en marchant. La République, ça s'invente en marchant. Et on va voir comment chacun invente la République. Chacun a rendez-vous avec soi-même. Par rapport à votre conception élevée du journalisme, comment voyez-vous l'articulation de cette phrase de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté? Est-ce que vous pensez que la tolérance a des limites? Est-ce que la compréhension a des frontières? Ou est-ce que votre conception du pluralisme est véritablement illimitée? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il peut y avoir des délits, ça c'est autre chose. Il peut y avoir des choses qui tombent sur le coup de la justice. Je vais prendre un exemple. Faire l'éloge, comme si c'était une opinion, de la discrimination à l'embauche, chose qu'a fait Éric Zemmour, et te dire les patrons ont le droit de discriminer à l'embauche sur la couleur de la peau. Pour moi, c'est un appel à commettre un délit. C'est un délit, parce que c'est un délit contre la personne humaine. Ça porte atteinte. Bon. Donc ce n'est pas simplement une opinion, c'est un appel à un délit, comme d'autres diraient, demain, je trouve légitime d'aller incendier l'Élysée, et voilà, c'est un appel à un délit. Mais une fois dit ça, parce que je l'ai dit, y compris dans une émission de télévision face à face à Éric Zemmour, en disant que vous êtes sur le service public et vous permettez de faire la pédagogie de quelque chose qui est contraire aux principes de la République. J'ai rappelé la Constitution tout à l'heure. Une fois dit ça, je ne suis évidemment pas adepte de la formule de Saint-Just, qui est une formule dans ce saut de l'ange qu'est l'invention révolutionnaire. On peut juger toutes les révolutions dans ce moment où elles inventent de l'inédit total, et dans cette invention de l'inédit total, en effet, il y a des dérapages, des erreurs, des transgressions, et qui parfois ne se rattrapent pas. C'est bien sûr la leçon de la révolution russe, et qui au contraire crée le totalitarisme, crée l'absence de tout réflexe démocratique et crée la perdition d'une génération. Mon école intellectuelle dans ma génération
et je l'ai revendiqué pour cette raison, a été un courant qu'on appelait l'opposition de gauche au stalinisme, très minoritaire, souvent avec de belles figures intellectuelles, compagnons de route avec les surréalistes, André Breton, avec Pierre Naville, avec Castoriadis, Claude Lefort, qui ont été des grands penseurs de la démocratie ensuite, qui était un courant extrêmement minoritaire qui, dans le cadre de la gauche, disait « on ne peut pas sacrifier ces principes-là à la cause ». Et c'est pour ça que, dans une audace folle, au moment des procès de Moscou, où je vous rappelle que tout l'establishment et la presse mondiale croyaient à la mascarade des procès de Moscou, leurs journaux s'intitulaient La Vérité et citaient le Péguy que j'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire que ces courants minoritaires citaient les Dreyfusards et disaient « oui, il faut dire la vérité ». Je vous rappelle que Péguy, il crée les cahiers de la quinzaine quand ceux qui étaient autour de Jaurès, c'est-à-dire Lucien R, celui qui va trouver le titre L'Humanité, lui en veulent, ainsi que le jeune Léon Blum, parce que Péguy va à un premier congrès d'ébauche des organisations socialistes et fait venir des sténos et dit « il faut tout raconter ce qui se passe ». Et on lui dit « ah non, c'est contraire à l'esprit de parti ». Moi, j'ai été formé dans cette idée-là, dans une formation politique à l'époque où le pluralisme était total, qui était la version, je dirais, libertaire du trotskisme, où les courants, les tendances, on peut moquer cela, où le respect des uns et des autres existait. Et donc j'ai gardé cela. Et c'est une histoire ancienne, puisque c'est un monde révolu, Union soviétique, trotskisme, tout ça, etc. Mais qui a sauvé ces principes. Quand il était minuit dans le siècle, quand vous relisez un Victor Serge aujourd'hui, vous vous apercevez qu'il y a des gens qui ont sauvé ces principes-là. Contre ce principe d'un réalisme qui est à court terme, d'un réalisme qui finalement est irresponsable, d'un réalisme qui s'arrange de tous ces compromis et qui va faire perdre l'essentiel. Donc je crois, contrairement à ceux qui me caricaturent, être de ce point de vue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, politiquement, profondément respectueux de la liberté des autres. Concrètement, Edoui Plenel, quelle est votre analyse de la montée du Front National et Mediapart a-t-il jamais fait un entretien avec Marine Le Pen? Alors il y a deux questions. Il y a la question factuelle sur nos relations avec le Front National et l'analyse. Je vais commencer par la question factuelle pour ne pas la perdre en route. Factuellement, Mediapart a fait beaucoup d'articles et beaucoup d'enquêtes sur le Front National. Dans ces articles, a fait parler Marine Le Pen. Mediapart a été sur le terrain faire parler très souvent des électeurs du Front National, sans les caricaturer. Tout récemment encore, un couple d'ouvriers licenciés de Gade, en Bretagne, qui est l'origine même de l'histoire des bonnets rouges, et qui sont très contents de l'article qu'ils ont lu, et nous expliquons comment ils en viennent, parce que ni rire ni pleurer, comprendre, disait Spinoza, donc nous expliquons ce qu'il y a derrière le vote Front National. Et je le redis, dans nos articles sur le Front National, vous retrouverez des réponses de Marine Le Pen. Tout se noue au moment de la présidentielle. Au moment de la présidentielle, nous faisons, ce qui est un moment éditorial, nous faisons ce que nous appelons nos lives, où nous mettons en scène des candidats face à la rédaction de Mediapart. Notre choix dans ce moment de 2012, qui est un choix éditorial, je rappelle que c'est un fondement constitutionnel, le pluralisme de la presse, a été de faire parler les candidats des alternances qui recouvraient un peu les principes éditoriaux défendus par Mediapart. Donc nous avons invité François Bayrou, nous avons invité Eva Joly, nous avons invité Jean-Luc Mélenchon et nous avons invité François Hollande. Nous n'avons pas fait de live avec Nicolas Sarkozy et nous n'avons pas fait de live avec Marine Le Pen. Là-dessus, Marine Le Pen, qui est très attachée à une reconstruction, à mon avis factice, nous l'avons documenté de son image, nous sommes ceux qui avons révélé comment nous ne sommes pas face à l'évolution à l'italienne, il y a toujours un noyau dur très de l'extrême droite virulente qui est aux commandes, y compris financière du Front National, nous l'avons documenté très précisément. Marine Le Pen a médiatisé cela sur le thème « Mediapart nous censure », ignorant, Mediapart traite le Front National. Mediapart a le choix de faire parfois des choix éditoriaux. Et du coup, c'est beaucoup plus important, a traduit cela par une interdiction de Mediapart dans la couverture de son activité.
Et ça, c'est un problème. Parce que nous ne voulons pas gouverner la France. On peut nous lire ou ne pas nous lire. On peut s'abonner ou ne pas s'abonner. Si on veut être élu par tous les électeurs, on doit se soumettre au regard de la presse, y compris la presse critique, y compris la presse opposée. Y compris, quand on est d'extrême gauche, laisser une presse de droite venir vous couvrir, venir voir vos événements. J'ai la même position quand il y a les déclarations sectaires de Jean-Luc Mélenchon contre des médias. Donc voilà ce qui s'est passé factuellement. Vu l'importance de Mediapart et de nos enquêtes, cela bouge un peu, puisque nous avons des réponses de certains porte-paroles. J'ai débattu dans des émissions de télévision avec Florent Philippot, vice-président du Front National, à 2 reprises, donc je n'ai pas de problème à avoir des échanges de cet ordre. Et par ailleurs, nous avons publié quelque chose de plus important, pas plus tard que ces jours-ci, une enquête sur ceux qui font demi-tour. C'est très intéressant d'écouter leurs témoignages. J'ai demandé cela, parce que vous avez vu qu'il y a eu un élu ancien UMP, qui a été au Front National, qui fait demi-tour. Il y a eu à Marseille une élue venue du Parti communiste Front de gauche qui a fait demi-tour. Et il y en a en fait 3 ou 4 autres qu'on a retrouvés et qui font des témoignages très intéressants sur la réalité du Front National derrière la communication du Front National. Donc voilà, moi je pense qu'il faut respecter le pluralisme. Et par ailleurs, on pourrait nous faire reproche si le Front National était un interdit, était un tabou, et si nous n'avions que mépris pour ceux qui votent pour le Front National. Si on nous lit bien, on verra que ce n'est pas le cas. Sur l'analyse, pour le Front National, je vous remercie vraiment de poser la question, parce que c'est une question qui me tient vraiment à cœur. Mon premier livre est paru en 1984, donc ça va faire 30 ans l'année prochaine. Il s'appelait L'effet Le Pen. Il s'appelait L'effet Le Pen. À la fois la séquence 83-84, où tout d'un coup, on voit surgir après les élections de Dreux 2,5 millions de voix aux européennes pour Jean-Marie Le Pen. Je rappelle juste que la stabilisation, sauf Marine Le Pen à la dernière présidentielle, après ils vont passer autour de 4 millions et ils vont y rester. Donc mon analyse est toute simple. Le Front National, l'extrême droite, cette famille politique, famille intellectuelle aussi, et qui a même des talents intellectuels dans son histoire. Maurras est une grande œuvre qu'on peut tout à fait discuter, mais qui est une œuvre talentueuse. Barrès, dans le nationalisme exacerbé, en est une aussi. Cette famille politique, cette famille intellectuelle existera toujours. Je ne cherche pas à l'abolir, à la faire disparaître. Elle existera toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours une partie de l'humanité qui fera l'éloge, ce qui est le noyau dur de cette famille, de l'inégalité. De l'inégalité, l'idée qu'on ne naît pas égaux. On ne naît pas égaux selon notre origine, selon notre famille, selon notre religion, selon notre civilisation, selon notre nation. Une hiérarchie entre les êtres. Voilà. Et je pense que les idéaux républicains, démocratiques et sociaux, se construisent autour de ce mot-clé qui est charnière entre liberté et fraternité, qui est l'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, ça veut dire qu'il y a une égalité des droits et une égalité des possibles. Et que le seul imaginaire qui permet de combattre l'extrême droite, c'est non pas de faire la morale, non pas de faire la leçon, non pas de faire un interdit moral ou prétentieux, mais d'avoir un imaginaire d'égalité plus fort. Et c'est là où on vient à la question. Quelle est mon analyse ? L'extrême droite, ce n'est pas elle qui est l'auteur de son succès, de son hypothèque depuis 30 ans sur la politique française. C'est la droite et la gauche. Quand la droite s'extrémise, quand la droite cède du terrain sur ces principes de notre Constitution que j'ai rappelés, quand elle fait le discours de Grenoble, quand elle stigmatise des populations à raison de leur origine, quand elle dissocie la question de la sécurité de la cause sociale des délits, quand elle simplifie, quand elle extrémise, quand elle radicalise, eh bien, elle fait le lit de l'extrême droite. Et parallèlement, la gauche, quand elle se droitise, quand elle dit, rappelez-vous la formule de Laurent Fabius, jeune Premier ministre, le Front National pose les bonnes questions, apporte les mauvaises réponses, eh bien, elle fait son lit. Je pense, encore une fois, je l'ai dit, que le Front National ne pose pas les bonnes questions. Que les bonnes questions, c'est comment nous arrivons, encore une fois, dans l'école, dans l'emploi, dans la ville, dans la cité, dans le territoire, à faire que cette prétention que nous avons à nous réclamer de l'égalité, parce que nous sommes le seul pays à avoir mis ce mot au fronton de nos mairies et de nos écoles, eh bien de le faire vivre.
de ne pas être dans une culture oligarchique, de ne pas être dans une culture où, au fond, parce que c'est quoi défendre l'égalité? Ben, c'est aller contre toutes les tentations oligarchiques. Je suis bien né, et parfois elles sont sincères. Je suis bien né, je suis bien éduqué, je suis bien fortuné, je suis bien diplômé, j'ai les moyens, j'ai les réseaux, j'ai l'intelligence, je saurai mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ça vaut pour les experts comme pour les avant-gardes, qui pensent que c'est eux qui feront le bonheur du peuple à sa place. Donc, nous sommes au seuil de cela. Est-ce que nous allons être capables de réinventer cette espérance, ou est-ce que nous allons continuer à dériver dans cette vision de la politique, dont pour moi le Front National n'est pas exclu, parce que c'est une vision très traditionnelle de la politique. Vous n'êtes pas au courant de débats de tendance lors des congrès du Front National, vous n'êtes pas au courant d'une grande démocratie dans un parti qui est aussi une entreprise familiale. Vous voyez, ces questions-là peuvent être posées sur le Front National comme sur d'autres formations. Vous écoutant, Edoui Plenel, et en arrivant malheureusement à la fin de cet entretien, j'ai en permanence une interrogation. Est-ce que votre qualité d'intellectuel, est-ce que votre volonté de réfléchir profondément sur tout n'abolit pas l'effacement qui est exigé du journaliste qui doit être seulement obsédé par l'information? Par moments, en vous écoutant, je me dis que votre personnalité est trop riche, trop partiale, trop engagée pour savoir tout de même se livrer à cette belle néantisation de celui qui se contente de questionner. Je vais vous dire, ce qui me protège, la question est pertinente. Comment la personnalisation, l'individu peut être un embarras, peut être un encombrement, et je ne suis pas du tout aveugle sur cette question. Je ne suis pas du tout aveugle, même si je sais aussi que c'est un levier pour ceux qui seront l'avenir de Mediapart, un bouclier. La réponse, elle est dans le collectif. Ce qui me caractérise dans cette profession, et qui m'a valu aussi des inimitiés, c'est que je n'ai jamais cru que c'était une aventure individuelle. Je suis certes un personnage public, médiatisé, mais sincèrement, depuis 6 ans, je le suis pour Mediapart, à tel point qu'on m'en fait moquerie, parce que je cite 3 fois, je ne l'ai pas fait trop dans notre entretien, Mediapart. Je suis un peu l'homme sandwich de Mediapart. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas faire ce métier comme une aventure personnelle, parce que ce métier, son rouage essentiel, c'est vérifier. Son défi essentiel, c'est la vérité, ça veut dire, y compris trouver la vérité qui ne rentre pas dans vos convictions, qui va déranger vos préjugés. On en a tous. Être capable, vieille formule, de penser contre soi-même. Être capable d'affronter, c'est très difficile. C'est pour ça que je cite souvent cette phrase de Nietzsche, le principal ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, ce sont les convictions, ce sont les opinions. Et donc, qu'est-ce qui nous protège? C'est le collectif. C'est d'être contrôlé, d'être vérifié, d'être discuté par d'autres. C'est ce que j'ai essayé de transmettre, de défendre partout. Évidemment, c'est plus facile quand on crée une aventure que quand on hérite d'une longue histoire. On pourrait dire que le monde, c'est les paquebots Costa, Concordia. Et là, nous sommes dans une vedette rapide. Donc, c'est le collectif. Le collectif est la clé de tout cela. Ici, à Mediapart, on est dans un open space. Si je m'exprime un peu trop virulemment dans l'espace public, ça fait un débat. Si à un moment, ils ont l'impression que j'encombre, c'est un débat. Nous avons tenu, on a moins de 50 salariés, il y a une société des journalistes, il y a des délégués du personnel, bien sûr. Il y a, voilà, accepter ce jeu du collectif. C'est pas toujours agréable, surtout quand on a le sentiment qu'on a fait un peu de chemin, etc. Mais l'accepter, cette interpellation. Et ça n'a pas manqué dans notre histoire. Alors parfois, ce collectif entre en crise, c'est ce qui est arrivé dans d'autres lieux, et il faut en tirer les conséquences. Donc voilà, moi, ma réponse, c'est d'accepter le jugement de ses pairs. Mais encore une fois, ce qui est déplaisant dans tout cela, c'est d'être discuté dans une discussion non informée. Dire, mais comment il s'est comporté sur tel dossier? Qu'est-ce qu'il a écrit sur tel sujet? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a agi?
Moi, je veux bien rendre compte de ce que j'ai fait et de ce que j'ai écrit. Je vous parle, mais d'abord, je suis un homme par l'écrit. Et mes actes sont mes écrits. Est-ce que je me suis dérobé sur une information? Est-ce que j'ai refusé de traiter une information qui allait un jour me mettre en difficulté avec des gens que je connaissais? Avec des avocats, par exemple, qui me trouvaient très sympathiques et qui tout d'un coup me voyaient bousculer leur monde. Comment expliquer, vous parliez de haine, la virulence d'un Georges Kiechman à mon égard? Georges Kiechman, pour ma génération, dans les années 70, était un avocat lié à Mendes France, symbole de l'indépendance du droit et de la vérité. Et donc moi, à partir du moment où je sors des informations qui dérangent François Mitterrand, j'ai l'impression d'être fidèle au Georges Kiechman que j'ai connu dans ma jeunesse. Et là, j'ai face à qui? Un procureur, Georges Kiechman, qui m'attaque. Et qui m'attaque pourquoi? Parce que lui est passé de l'autre côté. Lui n'est plus fidèle à sa jeunesse. Donc, voilà, on peut... Vous savez, dans l'attaque qui avait été faite au moment du Monde, ça m'avait fasciné. J'en ai fait un petit livre qui s'appelle Procès, qui ne règle aucun compte personnel, qui est un peu une ligne de crête. C'était ce portrait d'un Fantomas, un génie du crime, maître de l'intrigue, un personnage insaisissable. Et quand je dis non informé, j'étais d'une part un agent de la CIA, d'autre part un entriste trotskiste, ensuite un sans-frontiériste terrifiant, enfin un personnage inclassable. Tout cela était mis dans une sorte de caricature, mais cette caricature n'avait pas de sens. Si on échappe à ce point à un portrait simple, c'est qu'on est libre. Deux questions encore rapides, si vous le permettez, Edoui Plenel. Vous avez indiqué avoir débattu souvent avec Éric Zemmour. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Vous avez une passion commune avec Alain Finkielkraut, c'est Charles Péguy. Est-ce que vous êtes capable d'admirer en dehors de votre propre camp? J'ai tout à fait admiré le Finkielkraut du juif imaginaire, mes contemporains sur Péguy, j'en ai même rendu compte dans Le Monde. Nous avons débattu dans son émission, et il a voulu que ce soit un livre que vous pouvez toujours trouver sur Internet, La Nation à l'épreuve. Nous avons eu un face-à-face, il n'y avait pas 3 personnes comme d'habitude à son émission sur ces questions. Mais aujourd'hui, non, je n'admire pas un Finkielkraut qui, loin de travailler comme il travaillait auparavant sur les œuvres, sur les écrits, sur les faits, est saisi par une passion idéologique. Et c'est un problème très important, cela. C'est-à-dire, au fond, une passion idéologique qui peut être dite avec plus ou moins de talent littéraire, mais qui, au fond, n'est pas fondée autrement qu'en passion. Et en l'occurrence, c'est la passion de l'identité. Et d'une identité qui se fait, quand je dis c'est une passion idéologique, dans la méconnaissance des œuvres. Par exemple, je vous ai cité Édouard Glissant, que Finkielkraut n'a, je crois, jamais invité à son émission, qui est un homme d'une œuvre considérable, et qui est pour moi l'œuvre même qui peut porter le siècle à venir. Finkielkraut parle de ces auteurs sans les connaître bien, sans les lire bien. Pour bien les connaître, je dis cela par rapport à ce que je vois. Et pour moi, le moment tournant de cela, et nous en avons débattu, j'ai accepté devant un amphithéâtre plein à Sciences Po, c'est Renaud Camus. J'ai fait un chapitre de la découverte du monde, où ce que tout le monde découvre aujourd'hui est déjà là. J'ai lu toute l'œuvre de Renaud Camus. Et j'ai dit pourquoi Renaud Camus, pour moi, était profondément basculé du côté d'une xénophobie pathogène et d'un racisme vis-à-vis des personnes au nom de l'origine. Ça n'empêche pas le talent littéraire. Hein. La plume peut être meurtrière, ce n'est pas le problème. C'est un débat aussi vieux que l'œuvre de Céline ou d'autres. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, mon jugement, il est de citoyen. Je ne suis pas un critique littéraire, je suis dans ce débat-là. Et je dis surtout qu'il y a un problème du débat français qui est cet essayisme non documenté. Ça existe dans tous les courants, qui n'essaient pas d'être informés, qui n'essaient pas de se confronter aux faits, de discuter à partir des faits. C'est une vraie mise en garde que nous a léguée Hannah Arendt dans ce texte fameux « Vérité et politique ». Elle dit « La liberté d'opinion est une farce si le débat d'opinion ne se fait pas
autour des vérités de fait. Parce que sinon, c'est la guerre de tous contre tous. Et c'est pour ça que je dis que ce sont des idéologies potentiellement violentes. Parce que si c'est mon opinion contre ton opinion, ma croyance contre ta croyance, mon préjugé contre ton préjugé, mon identité contre ton identité, mon origine contre ton origine, c'est la guerre de tous contre tous. Pourquoi la question de la liberté de la presse, de sa rigueur, et elle en rend compte dans des cadres légaux, de sa précision, de ses vérifications, de son indépendance, est une question essentielle? C'est qu'il faut qu'il y ait au cœur des faits, des idées. Et je dis ça parce que quand je vous dis ça, Alain Finkielkraut, je vous le dis là, je n'en ai ni écrit quoi que ce soit, et pour moi, ça glisse, comme je dirais, comme sur les plumes d'un canard. Mais je sais que ça a blessé les journalistes ici, qui ont des images quand même. Alain Finkielkraut, pendant en pleine affaire Cahuzac, dans une émission avec Elisabeth Lévy, au lieu de discuter ce que nous faisions, a parlé de mon sourire, de mon visage, de la façon dont j'étais. Et vous voyez bien que là, on dérape, et que là, on passe à autre chose. Ma dernière question sera plus intime, peut-être plus délicate. Vous avez indiqué à quel point la liberté intellectuelle était fondamentale pour vous, Edoui Plenel. En même temps, parce que vous en avez parlé, parce que vous avez écrit sur elle, je connais un peu votre enfance, votre jeunesse, les affections, les enthousiasmes, les solidarités. Est-ce que, porté par un tel passé, aussi exaltant qu'il soit, est-ce qu'on peut être totalement libre dans la chose intellectuelle? Ou est-ce qu'on est prisonnier, heureusement ou malheureusement, de ce qu'on a été? Le passé dont vous parlez, et je vais essayer de répondre sans émotion, parce que je sais toujours que l'émotion me saisit dans ces cas-là. Le passé dont vous parlez, c'est la relation avec mon père. Chacun se construit comme il peut. Je me suis construit intimement, personnellement, dans le souci de relever son nom. Il nous a quittés il y a peu. Pourquoi? Ce n'était pas un homme de parti. Ce n'était pas un homme d'idéologie. C'était un homme qui, encore il y a quelques semaines, tempêtait sur le début de traitement par Mediapart des bonnets rouges, en disant « vous n'avez rien compris », lui le breton qui parlait breton. C'était un homme qui est de cette génération, qui a vu ses valeurs traditionnelles s'effondrer. Il avait 20 ans en 1942, pendant la guerre. Il n'a rien fait d'audacieux, sauf d'échapper au service du travail obligatoire. Il s'est comporté dignement, mais il n'a pas pour autant été un héros. C'est cette génération qui, au sortir de la guerre, a été profondément anticonformiste, a voulu sortir de tous ces cadres, a voulu découvrir d'autres mondes, il a beaucoup voyagé, et qui du coup s'est trouvé un homme dont ce qu'il m'a transmis, c'est qu'il ne faut pas calculer. Il ne faut pas calculer qui je protège, à qui je suis comptable, qui je dois ceci et cela. Qu'on est tous requis dans notre vie. Et pourquoi cette histoire m'a marqué, comme vous le savez, c'est parce que cet homme, qui était promu à une belle carrière, qui était le plus jeune inspecteur d'académie de France, quand il a été nommé, il avait 32 ans, qui était vice-recteur, responsable de l'enseignement dans un petit département, une île, la Martinique, est un homme qui à un moment a dit non. Il a compris, un an avant sa mort, l'année dernière, à 90 ans, quand toute la Martinique, ses élus lui ont rendu hommage, il disait « mais je n'ai rien fait d'exceptionnel ». Il y avait eu des jeunes qui avaient été tués alors qu'ils sortaient du lycée par les forces de l'ordre qui réprimaient une émeute provoquée par un incident raciste. Et il avait dit « mais je ne suis pas la France qui a tué ces jeunes ». Et il avait dit « je suis une autre France ». Et il avait expliqué pourquoi. Et il l'a compris seulement un an avant sa mort, quand des gens comme Patrick Chamoiseau et d'autres lui ont dit « mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, ça n'existe pas dans notre histoire ». Un haut fonctionnaire l'aurait dit en privé, l'aurait dit à sa famille, il aurait dit « vraiment, c'est pas possible », aurait fait un rapport confidentiel à ses supérieurs. Et lui, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas pensé en termes de carrière. Il s'est dit « je dois dire non », pour sauver l'essentiel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Martinique, cet homme est une sorte de héros national de ce petit pays, dans la relation de ce petit pays avec la France. Et ça lui a coûté
tout le reste. Ça lui a coûté sa carrière, ça a eu une incidence sur sa vie de famille, ça lui a coûté un exil, des sanctions, une répression, une interdiction de sortie du territoire métropolitain pendant une époque, alors que ce n'était pas un homme qui posait des bombes, ce n'était pas un révolté. Donc, c'était un indigné avant l'heure. À un moment, il faut dire non. À un moment, il faut dire non. Donc voilà, moi je réagis comme ça et je n'ai pas le sentiment, sincèrement, d'être prisonnier. Je vais vous donner un exemple. Vous pourriez dire finalement, quand on est prisonnier d'une histoire, eh bien on ne va pas affronter ses plus proches. J'ai écrit un livre sur un débat qui partageait la gauche, et y compris la gauche de la gauche. C'était en 99, ça s'appelle L'épreuve. C'était au moment du Kosovo, qui était comme une lettre à Régis Debray. Ce livre est un débat avec moi-même, est un débat avec les miens, si vous preniez cette histoire et d'où je viens. Et je l'ai assumé. À l'époque, Régis Debray m'en a beaucoup voulu, et depuis, je crois qu'il ne m'en veut pas, parce que c'est le chemin qui prouve. Je n'étais l'homme de personne, et c'est le chemin qui prouve. C'est le chemin qui permet de juger une vie. Je vous ai dit dire non, et ce sera la dernière référence. Vous savez comment Montaigne, dans les Essais, il cite beaucoup Plutarque, et à un moment, il dit c'est d'avoir lu dans Plutarque ceci, et je vais le rappeler, qu'est née l'idée chez son ami La Boétie d'écrire la servitude volontaire, le traité de la servitude volontaire, hein, une interpellation folle quand même, hein, face à la monarchie de droit divin, dire mais comment peut-on supporter que tout dépende d'un seul homme? Interrogation qu'on doit continuer à avoir de nos jours. Et il dit, cette idée lui est venue peut-être de lire dans Plutarque qu'une peuplade d'Asie, pour ne pas savoir dire une syllabe qui est non, était en servitude pour l'éternité. Donc voilà, moi je suis de ce nom-là. Après on jugera, est-ce que mes noms sont assez libres, assez indépendants, et est-ce que je n'ai pas su dire non à d'autres injustices ou d'autres impostures? Toute vie est à l'examen de ses contemporains, voire bien au-delà. Merci beaucoup. Merci à vous.